Donc voilà, alors là justement, ce petit film il tombe bien parce que ma spécificité, je pense à l'INRA, c'est d'avoir été éleveur moi-même. Dans ce type de système, j'avais un élevage qui ressemblait un peu à ça, mais avec des brebis. Et j'ai travaillé ensuite en système industriel porcin. Et en fait, c'est dans la confrontation de ces deux mondes qu'a commencé mon travail de recherche. Sur l'opposition que je vais développer un peu entre élevage et production animale, enfin sur la mise au jour de différences entre ces deux mondes et le fait d'essayer de montrer que c'est deux mondes et que ça n'a rien à voir en fait même. Et c'est aussi, enfin ce petit film met aussi en évidence, enfin là je pense qu'il y a quatre grands points qui sont intéressants dans ce film. C'est à la fois le rapport au temps, enfin, des choses qui disparaissent justement dans le rapport de travail à l'animal aujourd'hui et en élevage. C'est le rapport au temps, la présence des enfants qui est évidemment là complètement le sujet du film, la question de l'identification des animaux et la vie et la mort dont parle légèrement l'éleveur, mais en fait qui est présent dans tout le film. Là, à partir de ce film, ce que je peux rappeler, c'est que ce type d'élevage, aujourd'hui, il est complètement marginal. Il y a 900 000 chèvres en France et il y en a 80% qui sont dans des systèmes de plus de 100 chèvres et 60% dans des élevages de plus de 200 chèvres. En fait, ce qui monte en puissance, c'est des systèmes complètement industriels, très proches des systèmes laitiers et vaches, où les animaux sont très contraints et voire ne sortent pas. La taille moyenne, là j'ai ce chiffre-là que j'ai cherché hier, les deux tiers des éleveurs en fait ils sont livreurs de lait pour des coopératives, et donc les fromagers comme cette personne, ça fait seulement un tiers en diminution constante des éleveurs. Et la taille moyenne de ces élevages-là, c'est 70 chèvres, d'ailleurs, ce qui il paraît un peu avoir approximativement ce nombre de chèvres, alors que les autres 80% des producteurs ont plus de 200 chèvres. Donc c'est vraiment un système qui est en voie d'industrialisation très forte et de changement profond du rapport au travail et des animaux. Alors s'il y a aussi d'intéressant, je parlais des enfants, parce que c'est vrai que là, ce rapport des enfants au travail de leurs parents, il est très spécifique à ces élevages aujourd'hui marginaux, parce que dans les systèmes de production aujourd'hui, la majorité des enfants que je rencontre chez les producteurs, ils ne veulent pas du tout refaire le métier de leurs parents. Il y a un gros problème de transmission des exploitations aujourd'hui, alors lié évidemment au foncier, au coût de la reprise d'une exploitation, mais il y a aussi un gros problème d'intérêt des enfants et des jeunes pour le métier de leurs parents. Ce qui est un paradoxe, parce que quand on écoute les éleveurs, ils disent qu'eux-mêmes, ils sont entrés dans la modernité pour rompre avec le modèle parental ancien qui était complètement décourageant. Et puis finalement, les enfants de ces mêmes gens se retrouvent aussi devant un système dont ils jugent qu'il est décourageant. Alors dans les systèmes industriels, l'argument qui est donné à ce problème de transmission, c'est l'image de la production, que ce soit en porcherie, en chèvre industrielle, en production laitière industrielle. Les filières travaillent sur l'image du travail dans ces systèmes. En fait, ce n'est pas du tout, à mon sens, un problème d'image, c'est bel et bien un problème de contenu du travail. Et comme le contenu du travail, il n'est pas question de le remettre en question dans ces systèmes, ils travaillent sur l'image de la production. Là, troisième point sur ce film, c'est que ces élevages, même aujourd'hui, même ce type d'élevage, il est marqué quand même par l'industrialisation. Alors c'est vrai que ça ne se voit pas, parce que ce qui est marqué par l'industrialisation, ce n'est pas dans le film. Il y a par exemple le traitement des chevreaux mâles, qui n'apparaît pas, parce que là on est avec les chevrettes. Mais les chevreaux mâles, ils naissent, ils sont bazardés à l'industrie volaillère à moins d'une semaine, quoi. Et ils sont traités dans des conditions très difficiles.
Et les éleveurs n'ont pas du tout la main là-dessus, quoi. Ce qu'ils pourraient faire, c'est garder les chevreaux, les élever plus longtemps, etc. Mais ça nécessite des bâtiments, ça nécessite, voilà, puis ça nécessite un débouché sur les chevreaux plus âgés, etc. Ça, c'est un gros problème. Moi, je l'ai vu chez tous les chevriers, et je pense qu'interviewer ce gars, ça aboutirait à la même chose. Il y a un profond malaise moral avec le traitement des chevreaux en élevage de chèvres, quand c'est chez des éleveurs comme ça qui ont un sens moral dans la relation à leurs animaux, quoi. Parce que c'est vrai que les chevreaux, c'est comme les veaux, c'est des sous-produits du lait. Et ça, c'est difficile. Autant un veau dans un système, voilà, on peut faire quelque chose, autant dans un système laitier comme ça. Et puis il y a aussi bon, la question de l'abattage des animaux. Là, il dit que c'est la mort, que c'est tout ça, mais bon, on ne voit pas l'abattoir, on ne voit pas voilà, tout ce qui est marqué par l'industrialisation. Parce que l'abattoir, ce gars-là, comme les autres, ces bestioles, elles vont à l'abattoir industriel, puisqu'il n'y en a pas d'autre. C'est l'abattoir industriel et point barre, quoi. Il n'y a pas d'alternative, donc ça, c'est un problème sur lequel je reviendrai après. Et puis il y a aussi, mais là on le voit avec le marquage des boucles, actuellement, enfin je développerai peut-être plus tout à l'heure, il y a un accroissement, une accentuation de la pression des pouvoirs publics sur l'identification des animaux, sur la gestion des troupeaux, avec une prise en main encore accrue, pourtant elle est déjà très forte, des pouvoirs publics sur l'identification, la traçabilité, etc. Et donc là, si l'éleveur met des boucles, c'est pas de son plein gré, parce que la plupart des éleveurs, ils préfèrent mettre un petit collier avec le nom, soit autour du cou, soit à la patte, quoi. Il met des boucles, et maintenant, j'en reparlerai, ils sont obligés de mettre une puce RFID. Donc voilà, j'ai intitulé, donc là c'était des petites réactions par rapport à ce film, mais donc j'ai intitulé mon topo « L'élevage heureusement existait avec les animaux », parce que je crois que c'est ça l'enjeu, c'est d'exister avec les animaux et d'exister avec bonheur, quoi. Alors heureusement, je le prends dans les deux sens, c'est-à-dire heureusement, heureusement qu'on existe avec les animaux, heureusement qu'ils sont là, heureusement c'est une chance. Parce que, enfin, je pense que on n'en a pas conscience toutes les minutes, mais c'est quand même assez inouï qu'on vive avec des animaux. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonné, enfin, depuis que je suis gosse, en fait. C'est que les animaux vivent avec nous et qu'en fait, ils restent avec nous, quoi. Et du coup, la domestication qui est beaucoup présentée comme une calamité, enfin, notamment par les libérateurs des animaux et l'éthique animale dont je reparlerai, mais en fait, la domestication, de mon point de vue, c'est vraiment quelque chose une chance inouïe et une richesse incroyable, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas prévu par l'évolution, qui nous est advenu comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et grâce à quoi on a pu coévoluer avec les animaux et construire les sociétés dans lesquelles on vit, qui ne seraient évidemment pas les mêmes sans les animaux. Et sans les animaux, d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait, quoi, puisque en fait, depuis Néandertal probablement, et très certainement depuis Cro-Magnon, on a construit nos sociétés avec les animaux. Et la domestication a un effet très beau, c'est de rapprocher les animaux entre eux. Bon, là on voit les poules et les chèvres, mais dès qu'on est dans une ferme, là il pourrait y avoir des chats aussi, il y en a souvent d'ailleurs. Tous les animaux qui vivent avec nous entre eux aussi, et qui probablement n'auraient pas vécu ensemble si on n'était pas là, quoi, parce qu'on a cette capacité de faire dialoguer aussi les animaux entre eux, quoi. Même si il peut arriver, évidemment, les histologues le diront, que les animaux se rencontrent sans nous, mais quand même, dans nos espaces de vie, il y a toutes sortes d'animaux qui parlent entre eux, quoi. Et puis heureusement, c'est aussi exister heureusement, oui, avec joie et avec bonheur, parce que justement, ces animaux domestiques, ils font partie de notre environnement, à la fois, alors bon, je reparlerai du travail, mais à la fois du côté de la joie et de la souffrance, quoi. Là, on le voit, il y a les deux dans cet élevage, et on sent bien dans ce que dit l'éleveur. Alors, avec les animaux domestiques, quand je dis les animaux domestiques, c'est les animaux d'élevage, mais c'est aussi les chiens, les chats, parce que de mon point de vue, il n'y a pas d'un côté des animaux d'élevage bien ou maltraités et les animaux, enfin maltraités, et puis de l'autre côté des animaux de compagnie bien traités.
comme dirait Jean-Pierre Digard, mais je pense plutôt qu'il y a des animaux domestiques, chiens, chats, chevaux, cochons, bien ou maltraités selon le contexte dans lequel ils sont. Il y a des chiens qui sont très mal élevés, très maltraités, et des vaches qui sont très bien traitées et très bien élevées. Donc tout ça, c'est des animaux domestiques, c'est des animaux qui vivent heureusement donc avec nous, dans notre maison. C'est ça le propre du domestique, mais c'est aussi, j'y reviendrai à mon sens, c'est aussi des animaux dont le caractère domestique est construit par le travail, quoi. Enfin, pour moi, un animal domestique, c'est un animal qui est dans le travail avec nous. Alors, dire qu'on existe heureusement avec les animaux, c'est aussi en fait revendiquer un agir avec les animaux, voilà, un agir avec les animaux justement, et pas pour les animaux, et pas contre les animaux, et pas contre en prétendant faire pour, mais avec, quoi. Et justement avec cette double entrée qui n'est pas angélique, enfin qui tient compte du monde réel sur la condition humaine et la condition animale. Et à mon sens, c'est parce que j'ai travaillé dans les systèmes industriels et fait le rapprochement entre la souffrance animale et la souffrance humaine dans les systèmes industriels. Il y a vraiment dans la condition animale, enfin, la condition animale c'est le reflet de notre condition, et pour moi c'est un même bloc, quoi. La condition humaine c'est la condition animale aussi, quoi. Donc il n'y a pas, enfin j'y reviendrai après, mais prendre la question animale du seul bout de l'animal, c'est à mon sens ça n'a pas de sens, quoi. On est la même matière, une espèce de glaise, voilà, et dedans il y a de l'animal et il y a de l'humain, et c'est la même matière, quoi. C'est le même humus en fait, quelque chose comme ça. Et donc, ça, c'est heureusement aussi, ça, enfin, je le renvoie à mon dernier bouquin sur l'élevage comme utopie, puisque, en fait, bon, cet heureusement exister avec les animaux, il est complètement fragilisé. Surtout, justement, dans ce qui est évident, mais qui n'est pas travaillé, et qui est le lien de travail. Et du coup, voilà, il y a une fragilisation en élevage, mais il y a aussi une fragilisation dans les zoos, dans les cirques, partout là où il y a du rapport de travail entre hommes et animaux. Enfin, je vais y revenir un peu après. Donc, par rapport à ce film et par rapport à mon propre parcours, ce que je disais, d'avoir à la fois été éleveur dans un système de ce goût-là, où il y a un bonheur d'être avec les animaux et dans une très grande proximité, comme on voit là, puisque les enfants, ils sont complètement tout le temps avec les animaux, tout proche d'eux, etc. Et puis les systèmes industriels où au contraire il y a un éloignement de l'animal, une mise à distance très forte, puisqu'on ne veut pas du tout toucher les animaux en système industriel, c'est vraiment pas le but. Et donc la construction comme ça des productions animales à partir de l'élevage, c'est vraiment l'industrialisation au XIXe siècle, l'industrialisation de la société, la prise de conscience que la nature et les animaux recèlent une manne de profit potentiel dont les paysans ne font rien, et donc que la zootechnie va s'efforcer de récupérer et conceptualiser un rapport de travail aux animaux complètement instrumental, utilitariste et très, très inscrit dans le monde industriel naissant, quoi. Donc, enfin, je pense qu'il suffit de lire les zootechniciens du 19e pour voir que le travail avec les animaux, il est résumé à un seul objectif, faire du profit. Et comme le dit de Chambre, qu'un zootechnicien des années 1930, faire de l'argent grâce aux animaux. Voilà ce que c'est que l'élevage. Et tous les moyens sont bons pour ce faire. Et en fait, c'est ce que disent, tous les moyens sont bons, c'est ce que disent précisément les salariés des porcheries actuellement, qui disent que, en fait, le cochon, il sert à gagner du fric à tout prix et à n'importe quel prix, et pour eux et pour les animaux. Donc dans ce monde industriel, en fait, les animaux domestiques sont une ressource, donc appropriée par les humains et retravaillée par les humains. Ça, c'est tout le côté de la génétique, tout le côté où
En fait, et c'est en système industriel, on voit bien comment cette représentation de l'animal comme ressource, comme, enfin, au XIXe siècle, Samson compare le rapport à l'animal au travail dans les hauts fourneaux. La vache, c'est une espèce de haut fourneau. On met des choses dedans, il ressort des choses, il faut que le rendement soit bon, quoi. Il soit bon en termes physiques et qu'il soit profitable. Et cette ressource, justement, ce côté ressource, on le voit bien en système industriel porcin, par exemple, où on en arrive maintenant à avoir des truies qui font un nombre de porcelets à chaque portée complètement supérieur au nombre de mamelles qu'elles ont, au nombre de tétines, et donc qui nécessitent des allottements, enfin tout ça, mais que la truie, elle n'a même pas en fait le temps de mettre bas maintenant, puisqu'on va chercher directement le porcelet dans l'utérus pour gagner du temps. Parce qu'une truie qui fait, par exemple, 18 porcelets, le 18e, il va être mort avant d'être né, quoi. Donc il faut aller chercher pour... Donc en fait, si on regarde, on voit bien qu'on est dans l'extraction en fait, de la matière animale, du corps de l'animal. Et donc qu'on est dans un monde complètement différent de ça, même si là justement on voit une naissance aidée par un être humain. Et cette extraction dans les porchers industriels, ça s'appelle fouiller une truie, enfin, aller chercher les porcelets comme ça. C'est quelque chose qui est très en fait, difficile pour les personnes parce qu'elles voient vraiment qu'elles font souffrir les animaux, quoi. Alors dans ce monde industriel, évidemment, que ce soit pour les animaux ou pour les humains, la souffrance, c'est un dommage collatéral inévitable. Et bon, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que autant on s'occupe du bien-être animal depuis une trentaine d'années et qu'il y a des financements incroyables sur cette question, autant la souffrance des travailleurs est complètement laissée de côté. Alors bon, juste pour dire 2 mots sur le bien-être animal. En fait, cette question du bien-être animal, elle est arrivée dans les années 80 comme une réponse à l'industrialisation, une réponse sociale à l'industrialisation des élevages, rapidement prise en main par des biologistes, donc on en fait ce concept d'ailleurs qui n'en est pas un, mais cette notion de bien-être animal, donc où il n'y a que l'animal qui est pris en compte, et où depuis 30 ans on travaille en fait à rendre les choses moins pires, et aussi et surtout d'ailleurs à évacuer la souffrance pour ramener la condition de l'animal et les difficultés de l'animal à la douleur. Ça c'est un grand truc à l'INRA, de travailler sur la douleur et de ne pas travailler sur la souffrance. Évidemment, la douleur, c'est un objet des biologistes, donc voilà, on peut le mesurer, ils essaient de le mesurer, alors que la souffrance, c'est un concept beaucoup plus subjectif, beaucoup plus large, donc qui est complètement évacué, alors que cette souffrance, justement, dans ces systèmes, elle est souffrance parce qu'elle est partagée entre humains et animaux. C'est justement la conjonction de cette condition animale et humaine difficile dans ces systèmes qui fait que les hommes et les animaux sont dans un bain de souffrance et que cette souffrance, en fait, elle se diffuse de l'un à l'autre et elle s'amplifie et si elle n'est pas prise en compte et tout ça, ça fait boule de neige, quoi. Alors moi, ce qu'ont montré mes travaux, c'est que la souffrance humaine, c'est surtout ce que Christophe Dejoux appelle une souffrance éthique, c'est-à-dire une souffrance à faire souffrir. C'est à faire souffrir autrui. Et en fait, chez les personnes que j'ai rencontrées, il y a une souffrance éthique qui s'entend très fortement dans ce que disent les gens, et en même temps une impossibilité à changer de métier, de travail, et donc c'est des situations très difficiles, quoi. Et face à ça, la question, enfin la réponse à cette souffrance par la question du bien-être animal, elle est assez dérisoire, quoi. D'autant que
elle est à la fois, cette question du bien-être animal, traitée par les scientifiques, donc, notamment à l'INRA, et elle est aussi développée par des associations, différentes associations, par exemple, dont une, c'est le CIWF, donc il y a une antenne en France, qui en fait considère la question du bien-être animal d'une manière tout à fait utilitariste. Enfin, j'ai discuté avec eux puisque je ne comprends pas leur point de vue, mais voilà, ce qu'il est, c'est qu'ils prétendent agir pour les animaux existants actuellement dans l'industrie des productions animales. Et donc leur visée, c'est d'améliorer le sort des animaux actuellement donc, dans ces systèmes. Et donc, par exemple, je suis allé à une remise des prix du CIWF où il y avait un éleveur que je connaissais. Et donc, le CIWF remet des prix à des entreprises animal welfare, quoi. Alors, dans ces entreprises, il y a le sieur, par exemple, parce que le sieur utilise Epsilon d'œufs de plein air pour son huile. Où il y a, je ne sais plus quelle grosse entreprise... Enfin, je vous encourage à regarder le site du CIWF et les entreprises qui ont eu un trophée, c'est un trophée qui s'appelle d'ailleurs, oui, un trophée bien-être animal. Alors, le paradoxe, c'est que, c'est ce que je leur dis d'ailleurs, c'est qu'en prétendant agir pour les animaux, en fait, bon déjà, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, l'amélioration, elle est marginale, mais en plus, ça permet au système industriel de durer, quoi, parce que plus on met des pansements sur ces failles les plus flagrantes et plus on l'aide à durer. D'ailleurs, c'est tout à fait ce qui se passe, quoi, parce que cette problématique du bien-être animal, elle dure depuis 30 ans. En fait, ça fait même plus de 30 ans. C'est, disons, les années 80. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans les porcheries industrielles dans les années 90. C'était... pas marrant du tout. Il y avait une violence de la relation à l'animal très forte où les gens prenaient des gourdins en caoutchouc pour bouger les truies, ils hurlaient, ils insultaient les animaux. Bon, c'était un non-sens complet. Des conditions de vie des animaux lamentables. Enfin bon. Mais il y avait une infirmerie. Mais quand un animal était malade, il était soigné, pas longtemps, mais un peu quand même. Et en fait, la violence qu'avaient les gens envers les animaux, ils la savaient très bien. Enfin, notamment parce que quand on tape un animal, on le fait, quoi. C'est un geste, et puis l'animal réagit, et puis soi-même, si on tape, on a mal à l'épaule. Alors que maintenant, après 30 ans de bien-être animal, vous allez dans une porcherie, il n'y a pas de gourdin, il n'y a pas de cri, mais il y a un système qui est d'une violence envers les animaux effroyable parce qu'elle est dans l'absence complète de compassion et de pitié et une exigence de rentabilité, de performance liée à un management de la ressource animale, parce que tout ce système industriel, il est bien lié à notre siècle industriel et au système dans lequel on vit et à des exigences de management, parce que c'est bien ça qui est derrière, c'est un management de la ressource animale qui est impitoyable, quoi. Il n'y a plus d'infirmerie dans les porcheries actuellement. Si un animal est malade, il a une piqûre d'antibiotiques, un anti-inflammatoire, voilà, s'il ne se relève pas tout de suite, c'est terminé. Il y a une internalisation de la mort des animaux qu'il n'y avait pas il y a 20 ans quand j'y étais. C'est-à-dire si un animal était malade, il était envoyé à l'abattoir. Maintenant, du fait de changement de réglementation, je vous passe les détails, mais il est abattu à la ferme. Ça fait que dans un système de production porcin actuellement, un producteur, une truie qui n'est plus rentable, il doit l'abattre lui-même et la filière développe des outils d'abattage in situ des animaux. Ça fait que il y a une incursion de la mort dans le travail du producteur très importante. Alors ça change complètement le rapport au travail pour les personnes puisqu'elles peuvent plus ignorer justement là comment le rapport productif qu'elles ont aux animaux est uniquement productif, mais en même temps elles peuvent minorer la violence qu'elles exercent sur les animaux, parce que c'est plus une violence physique, c'est une violence du management, c'est une violence de l'organisation du travail, et en plus qui passe par la médiation de l'ordinateur.
puisque c'est l'ordinateur qui décide de tout quand on entend les gens. Donc voilà, c'est un changement énorme du rapport au travail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après 30 ans de bien-être animal, voilà où on en est, quoi. On en est dans quelque chose de pire qui a jamais existé. Parce que tous ces outils de tuerie in situ, c'est des outils bien-être animal. C'est-à-dire, il y a un concepteur, vous allez au salon du Space à Rennes, salon des productions animales, voilà, il y a des gens qui conçoivent des box électrocution des porcs, et ils vous appellent ça bien-être animal, quoi. Parce que ça évite de filer un coup de massue sur la tête du cochon. On le met dans une petite boîte, on ferme, on appuie sur le bouton rouge et boum boum, on rouvre, l'animal est mort parce qu'il s'est pris des... c'est propre, c'est... Voilà, on a les mains propres. Voilà, 30 ans de bien-être animal. Donc voilà, ce bien-être animal, en fait, qui était à l'origine une réaction sociale contre la violence qui était perceptible dès il y a 30 ans contre les animaux, finalement, elle a été complètement intégrée au système industriel et c'est un outil de durabilité maintenant du système industriel dans ses formes les plus terribles en plus. Alors à côté de ça, donc de ce monde industriel qui est donc quand même là, qui est utilitariste, instrumental, violent et bête, parce qu'en plus c'est un système bête sur le fond, parce qu'il est sans avenir, il est sans pensée de soi-même, sans réflexivité, il est vide en fait, c'est assez terrible. Il y a, moi, ce que j'appelle l'élevage, donc qui est l'élevage en tant que rapport de travail aux animaux, rapport historique, mais pas rapport historique dans l'histoire. Je dis pas que, par exemple, je ne dirais pas que ça c'est un élevage traditionnel. Enfin, il n'y a pas de tradition. L'élevage, c'est un rapport historique de travail aux animaux qui a été pris en main au XIXe siècle par l'industrie et par les banques. Enfin, c'est Gromas qui est un historien qui a écrit des bouquins après la guerre, il le dit bien que l'agriculture a été prise en main par les banquiers dès le 19e. Et donc l'élevage, du coup, c'est comme s'il y avait en fait l'élevage et puis une espèce d'excroissance qui apparaît au 19e, qui prend toute la place, mais l'élevage, il continue sa route, quoi. Il continue sa route comme il l'a toujours fait, dans une dynamique de transformation, en fait. Mais il est extrêmement minoritaire. Mais des éleveurs, il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a en Afrique, il y en a en Chine, il y a des éleveurs. Mais seulement, ces éleveurs-là, ils ont beaucoup de mal à résister au mainstream, justement, des productions animales. Ce qui différencie l'élevage des productions animales fondamentalement, et le mode d'agir et de travailler avec les animaux domestiques, c'est les rationalités du travail. Parce qu'autant les systèmes industriels ont réduit l'élevage à une rationalité économique et sur la performance, les rationalités du travail, comme on voit chez cet éleveur, c'est beaucoup plus large et c'est surtout une rationalité sur les relations, quoi. La relation, c'est le b.a.-ba du vivre ensemble dans ces systèmes-là. Et donc, mais comme je le disais tout à l'heure, l'élevage, il reste, et on peut rencontrer des éleveurs, et là, j'ai rencontré pas mal de bergers ces derniers temps dans le Luberon et en PACA. Ils sont, ils restent dans une optique de respect du métier et du rapport à l'animal, un rapport à l'animal sensé, quoi, qui soit justement... où la relation, où l'articulation entre la relation et la rationalité économique du métier au service de la relation, ça puisse s'articuler intelligemment. Mais en même temps, l'élevage est quand même très marqué et fragilisé par les productions animales, parce qu'il y a une espèce, mais depuis le 19e, de diffusion de l'idéologie des productions animales vers les éleveurs. Une des sources, c'est la génétique et la sélection de l'animal, etc.
Et puis on le voit par exemple, enfin, un exemple de cette pression osmotique où baigne le rapport de travail aux animaux, qui est défavorable à l'élevage, c'est la bio, puisque la bio, elle est supposée offrir des modes d'être au travail avec les animaux différents du système industriel, et en fait on voit bien que c'est pas le cas, quoi. Que soit dans bio ou pas, on parle de production animale, et si on voit ce qu'ils font en bio avec les animaux, c'est des productions animales, bien-être animal, avec en introduction une espèce de chapeau moral sur le rapport à l'animal, mais ce chapeau moral il est vite dissous dans des objectifs techniques. Et donc en fait, il y a Attends, je regarde parce que je voulais parler de quelque chose, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Parce que là, par exemple, en ce moment, sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a une emprise de l'industrie sur l'élevage, il y a un objet que je travaille en ce moment justement avec les bergers, c'est l'électronisation des animaux, le puçage électronique des animaux, qui arrive comme une obligation en élevage pour tous les animaux. C'est-à-dire, pour résumer, depuis 1993, l'Union européenne s'est mise en tête d'électroniser. Électroniser, c'est le mot utilisé par les techniciens. D'électroniser tout le cheptel européen. Donc il y a eu des essais sur, bon là je passe les détails, plusieurs expérimentations d'électronisation des cheptels, et bref, maintenant on est dans un élan européen d'électronisation de tout le cheptel européen. Ça fait à peu près 300 millions d'animaux. En France, le seul animal qui était obligatoire depuis 2008, c'était les chevaux. Il y a une pression de l'Institut de l'élevage pour que les éleveurs laitiers pucent leurs animaux. Le puçage que ça permet, c'est c'est de mettre une puce électronique RFID dans la boucle, là, comme on a vu, dans la boucle, pas comme chez les chiens et les chats où il s'est mis ici, sous la peau directement. Là, les animaux d'élevage, c'est dans la boucle. Donc ça sert en fait à faire un traitement informatique des données produites par l'animal, puisque on a pu regarder la boucle, il suffit de le faire passer devant un machin ou d'avoir un capteur. On comprend bien pour l'industrie l'enjeu de ce système. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on est depuis 2010, et la limite c'est 2013, les éleveurs de chèvres et de brebis ont l'injonction de pucer leurs animaux. Or, c'est évidemment en élevage ovin par exemple, et minoritairement en élevage de chèvres, parce que maintenant l'élevage de chèvres est très industriel, mais qu'on a besoin, enfin c'est pas les éleveurs de moutons qui ont le plus besoin de systèmes informatiques pour gérer leurs troupeaux, quoi. Et donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des mouvements de résistance à ce puçage des animaux dans le sud de la France, chez plusieurs groupes d'éleveurs, qui ont essayé de mobiliser les citoyens autour du puçage. Alors, à la fois sur le traitement de l'animal et sur le traitement de l'humain, avec l'argument que ce qu'on fait aux bêtes, on finit par le faire aux gens, et que le puçage, il est déjà dans nos vies, d'ailleurs, au travers la carte orange, au travers voilà, mais donc il y a voilà, une traçabilité de l'animal qui peut amener très vite à une traçabilité de l'humain. Et puis bon, évidemment, on pense à Cadic et à la science-fiction, mais notamment à Cadic, effectivement. Et donc voilà, il y a enfin, j'ai vu des éleveurs de moutons dans le Luberon, par exemple, qui sont dans leur pacage, dans les montagnes, avec leurs troupeaux, à qui on dit d'ici 2013 vous devez avoir pucé toutes vos brebis, qui se demandent vraiment à quoi on joue, quoi, parce que eux ils ont aucun intérêt, ça les oblige à informatiser leur travail. Et donc voilà, c'est dans le rapport entre élevage et production animale. Moi, la façon dont je le vois, c'est qu'en fait on met de l'industrie là où il n'en existait pas encore, quoi. Parce que rentrer la puce RFID dans le rapport des bergers à leurs animaux, c'est une manière d'industrialiser
ces systèmes et de les transformer radicalement, quoi. Donc en fait, l'élevage est très fragile, c'est ça que je veux dire, et qu'il est en train d'être détruit. Voilà. Alors il est détruit par ce courant industriel très fort et sans pitié, parce que, par exemple, je connais un éleveur de chèvres, un de mes amis, qui a un système un peu comme ça, mais bon, pas avec les mêmes chèvres, mais c'est tout à fait ça, il fait du fromage, etc. Lui, il a des boucles à ses chèvres, mais il a aussi un collier avec le nom de ses chèvres. Et il y a des agents de l'EDE qui sont venus chez lui très récemment et qui lui ont demandé s'il avait pucé ses brebis, alors qu'il a quand même jusqu'à 2013. Donc de toute façon, il n'est pas... Et il a dit non, et qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Et on lui a dit, mais attention, parce que vous avez des primes. Vous recevez bien des primes. Il a dit non, j'ai pas de prime. Ah ben oui, il vous faut bien un agrément pour la fromagerie. Il a dit oui, bien sûr, il me faut un agrément pour la fromagerie. Ben, on dit réfléchissez. Voilà. Donc c'est non seulement il y a une pression administrative, voilà, des règles, mais il y a aussi une pression, mais ça qui existe depuis le 19e siècle. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas savoir au 19e siècle comment les zootechniciens tombaient sur le dos des paysans pour leur dire que leur rapport à l'animal était bébête et que l'animal c'est une machine et pas leur partenaire de travail. On le sait mieux après la Seconde Guerre mondiale avec les travaux des sociologues, des psychosociologues et dans les années 50, 60, 70 des gens comme Salmona. Mais en tout cas aujourd'hui on voit toujours que ce rapport de transformation de l'élevage en production animale il se fait par la violence sur les animaux, par la violence sur les gens, quoi. Je pense que ça a toujours été comme ça, c'est des menaces, c'est des arrangements administratifs et des règlements qui tendent à faire disparaître l'élevage. Alors il y a autre chose qui fait disparaître l'élevage et d'une manière surprenante, tout à fait en lien avec l'industrie, c'est ceux qui prétendent agir pour les animaux, mais qui à mon sens agir contre, c'est tous les tenants de l'éthique animale et de la libération animale. Alors l'éthique animale se présente comme une discipline, pour moi, une discipline philosophique. Pour moi, non seulement c'est pas une discipline, mais c'est même pas de la philosophie, quoi. Voilà, c'est des notions, des idées qui sont complètement abstraites et qui passent complètement à côté du réel, du lien avec les animaux. C'est comme si on prétendait savoir quelque chose du réel rien qu'en lisant des livres sans vivre. Voilà. Donc c'est même pas de la première main, de la deuxième main ou de la troisième main. Alors Elisabeth de Fontenay me reproche de ne pas aimer les philosophes, mais c'est vrai que non, ils m'aiment pas non plus. Mais les philosophes de l'éthique animale, je dois dire que j'ai du mal. Et d'autant plus que, enfin, c'est pas que les philosophes, parce qu'il y a des juristes, il y a des écrivains. Là, dans Sciences Humaines récemment, il y a un article d'un gars que je connaissais pas qui vient d'écrire un livre ou un article, je sais pas seulement sur le rapport à l'animal, où il a l'air de découvrir que les animaux sont maltraités dans les systèmes industriels. Alors c'est ça qui est un peu consternant, c'est que tout le courant de l'éthique animale, ils ont l'air de découvrir des choses qui sont connues déjà depuis longtemps, et donc ils ont l'air de passer des portes ouvertes, qui ont été ouvertes avant eux par d'autres gens qui s'en sont pris plein la figure, mais eux, ils passent la porte ouverte et ils se lamentent sur le paysage. Ben, il était temps, quoi. Mais sauf qu'en plus, ce qu'ils disent, c'est simpliste. Alors bon, moi, ce qui m'étonne aussi dans ce courant de la libération animale et de l'éthique animale, c'est le soutien des médias. Et je ne comprends pas pourquoi les magazines, les revues donnent autant de place à ce courant de pensée qui est construit sur du vide, quoi. C'est inquiétant pour la philosophie. Moi, je me dis, c'est ça la philosophie, mais... la philosophie, qui pense penser l'animal, quoi.
Enfin bon, je fais pas mal de discussions publiques et tout ça. J'ai toujours des libérateurs des animaux dans la salle qui me racontent des trucs. Je suis bien contente de les apprendre. Mais qui en plus, par exemple, citent le livre de Foer là, sur... moi-même, sans parler de mon propre travail, mais Fabrice Nicolino a écrit un livre qui valait largement celui de Foer et puis qui concernait directement... enfin bon, voilà. Et en plus, alors bon, il y a ce côté-là, il y a l'appel au végétarisme, au véganisme, je ne sais pas comment dire, à l'alimentation végane, puisque bon, être végétarien, évidemment, c'est pas cohérent dans le rapport à l'élevage, puisque si on mange des œufs, si on mange du lait, si on boit du lait, effectivement, de toute façon, on est responsable de la mort indirecte des animaux, mais donc... mais là aussi, il y a quelque chose de très étrange à ce... Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis, je ne sais pas, 2 ans, on nous inflige la culpabilité de manger de la viande et le devoir moral d'être végétarien dans les revues, à la radio, à la télé. Voilà. Est-ce que c'est bien nécessaire de manger de la viande? Comment diminuer la consommation de viande? Et si on cessait de manger de la viande? Et si on devenait végétarien? Tout ça sans questionner en amont. La question essentielle, c'est quelle viande? Qu'est-ce que c'est que la viande? Est-ce que le truc produit par l'industrie, c'est de la viande? Non. Alors, bon, il y a... Enfin, puis il y a quelque chose de très troublant, enfin, d'autant que je rencontre souvent justement des végétariens, enfin militants là, qui m'agressent. D'ailleurs, la dernière fois à Paris, je me suis carrément fait agresser. Donc... mais en même temps avec une espèce de malhonnêteté, comme j'ai eu hier soir quelqu'un au téléphone de cette nana qui me dit j'ai lu ce que vous avez écrit, je ne suis pas du tout d'accord, moi je suis végétarienne, je ne mange pas de viande, la mort des animaux, blablabla, on parle, et bon, j'entendais qu'elle croquait quelque chose, mais vu qu'il était 5h30, je pensais... Elle me dit, excusez-moi, je mange du chocolat, je bois un verre de lait avec. Je lui dis, ah bon, vous buvez du lait après ce que vous venez de me dire? Oui, ah bah oui, mais nobody's perfect. Ah bah je lui dis, oui, nobody's perfect, bah oui. Voilà, mais des gens comme ça, j'en rencontre des tonnes, quoi, qui sont avec des grands arguments et ils vont infliger vous mettre un truc moral sur le dos et d'un seul coup, ils vous disent que personne n'est parfait parce qu'évidemment, ils sont en train de goûter avec du lait et du chocolat. Et donc, toute cette idéologie-là, en fait, en plus, elle a la caractéristique de... Enfin, elle se pose comme une alternative au modèle capitaliste dominant et se présente beaucoup comme des anticapitalistes. Tout un courant se présente comme des anticapitalistes. Et ils sont présents dans de nombreuses associations. Chez les écologistes, on trouve des libérateurs. Chez les anarchistes, on trouve des libérateurs. Enfin, je pense qu'ils ont une stratégie d'infiltration des associations très claire. Et de mon point de vue, vraiment, le mouvement de libération, c'est une agence de com. Par contre, je ne sais pas au service de qui, mais en tout cas, une agence de com contre l'élevage. Contre l'élevage, et donc qui fait collusion avec les systèmes industriels, en fait, à la fois donc, par ignorance, mais aussi par ignorance, par la stratégie du CIWF qui est prétendre aider les animaux existants. C'est le cas de Peter Singer qui travaille avec McDonald's alors qu'il a voilà, donc c'est le cas aussi de Temple Grandin qui travaille avec McDonald's, qui fait partie du comité scientifique des McDonald's. Et encore plus surprenant, c'est le cas de quelqu'un comme Bernard Rollin, qui est un défenseur du droit des animaux, philosophe, voilà, qui est en fait aussi le créateur d'une société qui s'appelle Optibrand, qui a une société de reconnaissance rétinienne des animaux. Il est cofondateur d'une société qui produit un moyen pour, comme dans Minority Report, là, une reconnaissance rétinienne des animaux, qui irait encore plus vite que la puce électronique. Donc à la fois d'une main, il tient la question du droit des animaux, tout un discours sur l'animal, et de l'autre main, il est actionnaire d'une société
au service de l'industrie des productions animales, parce que la reconnaissance rétinienne, ça ne peut servir qu'à l'industrie des productions animales. Et donc cet ensemble, en fait, ça va dans le même sens pour consacrer la rupture entre les animaux et nous, avec en plus le soutien aux biotechnologies, comme le soutien de PETA à la production de viande in vitro, parce que ce qui fait lien, justement, l'objet qui fait lien entre l'industrie et l'éthique animale, c'est ça, c'est la viande in vitro comme alternative à notre relation aux animaux. Et donc voilà, c'est vraiment le pied dans l'industrie du vivant, au lieu d'être dans le rapport à la vie. Je ne sais pas si je ne suis pas trop longue là, ou... parce que j'ai pas de montre. Non. Et donc, justement, pour proposer, enfin, ce que j'essaye de faire, c'est de proposer des alternatives à cette impasse. Enfin, bien que j'y crois pas, parce que je pense que la bataille est perdue, mais quand même, ça n'empêche pas de travailler. Et donc, l'idée que c'est mon idée, c'est que la vraie question politique, c'est la question du travail, et que donc, c'est par la question du travail qu'on peut changer la condition animale et aussi peut-être avoir un effet sur la nôtre. Et donc d'essayer, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en évidence la place des animaux dans le travail, et plus spécifiquement de mettre au jour un travailler animal. Alors sur la base du fait que ce qui se passe, qui est paradoxal dans notre société, c'est qu'il y a tout ce courant qui prétend agir pour les animaux, mais qui en fait agit contre, puisqu'elle vise à consacrer la rupture entre les animaux et nous. Dans cette collusion entre une idéologie abstraite, enfin, qui ne connaît pas les animaux, et puis l'industrie. Et puis, de notre côté, dans notre société, on voit que l'animal, dans le travail, il prend une place croissante. C'est-à-dire qu'il s'était absenté du travail évident, et il y revient, en fait. Par exemple, il y a toute la question des chiens de travail qui... Voilà, les chiens de service, chiens d'aveugle, chiens de pompiers, chiens de médiation, chiens de... Voilà, toute la place des chiens. Il y a aussi le cheval qui revient dans le travail, puisqu'il y a des communes qui ont remis le chien pour tracter les poubelles, emmener les enfants à l'école, enfin, ce qui s'appelle le cheval territorial, donc il revient... Et puis... il y a tous les animaux utilisés, par exemple en zoothérapie et tout ça. Et puis il y a, dans un champ beaucoup plus difficile et malmené justement par l'éthique animale, tout ce qu'a trait historiquement dans le cirque, dans le zoo et tout ça, tous les parcs animaliers, etc. Donc en fait, voilà, il y a ces deux tendances. Il y a à la fois toute une partie de notre société qui retient l'animal par le bout du travail, et puis l'autre qui cherche à s'en débarrasser. Mais donc, ce qui est intéressant dans ce côté de retour de l'animal au travail, c'est justement la question du travail et le fait que l'animal, il revient au travail, mais que son travail, son travailler, son rapport au travail, il est implicite et il n'est pas du tout explicité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous discutez, comme on fait actuellement avec des personnes, des associations comme Andy Chien ou comme des associations pour les chiens d'aveugles, etc. Si vous regardez ce qu'ils disent, ils parlent beaucoup le travail des animaux, le travail des chiens, le chien travaille de telle heure à telle heure, là. Mais si on leur dit, qu'est-ce que ça veut dire le chien travaille ? Ah mais il travaille pas en fait, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ça, c'est pas qu'il travaille. Et donc il y a quelque chose d'insu là-dessus. À la fois parce que travailler, ça renvoie à la contrainte. Si on parle de travail, aussitôt, les gens ont l'impression qu'on va comment leur dire, mais vos animaux travaillent, ça veut dire que vous les maltraitez, quoi. Ça veut dire que vous les mettez dans un rapport de domination. Alors que, évidemment, l'idée, c'est de prendre le travail par le bout de l'émancipation. Et donc, c'est ce sur quoi je travaille actuellement dans le cadre d'un projet ANR, donc, que j'ai eu récemment avec des collègues. Donc, on va essayer de mettre ça au jour. Alors, j'avais fait avant des travaux préliminaires avec des vaches, avec des rapaces et des cochons sur cette question de travail pour voir si l'idée était intéressante. Et en fait, j'ai vu qu'elle était. Et donc, on va travailler justement avec des chiens de tout métier,
justement, bergers, policiers, armées, et tout ça, pour voir comment se goupille à la fois la formation des animaux au travail, et essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire travailler pour un animal, quoi. Et alors l'objectif, c'est justement, c'est à la fois de... En fait, je pense que quand on travaille avec des animaux comme ça, on sait bien, même intuitivement, et moi c'était mon cas, que sans les animaux, sans la bonne volonté des animaux, on ne fait rien du tout, quoi. Et que même moi j'ai eu le sentiment, parce que j'étais né au rural, mais le sentiment très net, que c'est les animaux qui m'ont appris le métier, quoi. À la fois mon chien, parce que c'était un sacré chien, et mes brebis, parce que j'y connaissais rien, et voilà, je pense que... ouais. Et donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de rendre justice aux compétences des animaux, reconnaître leur travail, donc parce que derrière le travail, il y a la question de la reconnaissance, c'est ça l'enjeu du travail. Changer son statut, donc parce que du coup, si l'animal est au travail, ben, comme dans le cirque par exemple, il y a des règles du travail. De toute façon, dans tous les rapports du travail aux animaux, il y a des règles, mais il faudrait les expliciter. Voilà, quelles sont les règles du travail et qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que le hors-champ du travail. Voilà. Quand on est une chèvre, est-ce qu'il y a un hors-champ du travail? Voilà. Ça pose la question de la mort des animaux, parce que si les animaux s'il y a un travail animal, eh ben, qu'est-ce que la mort fait dans cette histoire? Est-ce que la mort, elle a une place? À quelles conditions? Voilà, qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis donc voir évidemment les alternatives à l'abattoir industriel. Et donc voilà, par le biais du travail, changer la condition des animaux. Voilà.